L'enquête de la matinée. 9h29, merci d'être avec nous. Avec nos invités ce matin, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat France Police, policiers en colère, et maître Steve Ruben, avocat pénaliste au cabinet Ruben et associé. Et avec ce matin, merci d'avoir voté sur nos comptes Twitter et Facebook. Twitter, plus de 54% à dire oui. Facebook, 41% à dire oui. Vous pensez que la police peut être exemplaire, avec pas mal de messages aussi. Il y a Paul Mier qui nous dit dans certaines circonstances, ils sont exemplaires. Exemple pour le Bataclan, par exemple. Mais il y a des cas, dans le cadre des manifs, c'était un peu une honte. Et c'est surtout les BAC, ce qu'on appelle les policiers de la BAC. Michel Dutarn qui nous dit ils seront exemplaires et ils sont malheureusement aux ordres. Ils seront exemplaires et ils ont des ordres exemplaires. Voilà, c'est dans le cas où ils ont des ordres exemplaires. Et si les ordres étaient bien donnés, ils auraient moins de bavures. Oui, c'est vrai. Et puis il y en a qui disent oui, mais c'est pas ils ne peuvent pas, c'est ils doivent être exemplaires. Bah oui, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? On va commencer par justement un représentant des policiers, Christophe Crépin. Tout à fait. Il y a eu des dérives. Ils doivent être exemplaires, et pour moi, ils sont exemplaires. Ouais. Après, mais est-ce qu'ils le peuvent sur le terrain ? Alors c'est voilà, toute la question. la problématique, elle est exactement là. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, mes collègues peuvent être sur le terrain exemplaires? Il y a des moments où je vous dis que c'est pas possible, parce que quand on voit les débordements qui se produisent en manifestation, Cécile vient de me parler des gens de la BAC. Les gens de la BAC sont pas utilisés pour faire du maintien de l'ordre. Bien évidemment, c'est le couteau suisse de la police nationale. Mais les gens de la BAC sont là pour faire de l'anticriminalité. On n'avait pas assez d'effectifs avec 61 compagnies de CRS. Avec les gendarmes mobiles, on avait un tel débordement avec les gilets jaunes qu'on n'est pas arrivé à juguler, et on n'a pas vu arriver la problématique. Donc on a utilisé des gens des brigades anticriminalité et d'autres brigades dans la France entière qui n'étaient pas formées au nouveau matériel, et qui n'ont pas su s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle mon syndicat, on demande vraiment qu'on ait ce qu'on appelle une formation permanente. Le fonctionnaire n'est pas un fonctionnaire corvéable et malléable à merci. On ne peut pas attendre d'un fonctionnaire qui soit un robot. Au jour d'aujourd'hui, il nous faut des formations permanentes. On a des blessés avec des LBD. Nous-mêmes, on est heurtés par rapport à ça. Il faut qu'on ait des façons de travailler avec ces armes qui sont peut-être non létales, mais qui sont dangereuses. Oui. Une arme, c'est dangereux. Oui, parce que vous, Steve Ruben, vous voyez défiler des clients, des gens qui ont été victimes de ces violences policières. Dans un monde parfait, la police doit être sans aucun doute irréprochable, doit être exemplaire. Maintenant, ce qui doit exister, c'est des mécanismes correcteurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est des comportements parfois isolés, déviants de certains services de police, mais qu'il n'y a pas de mécanismes qui viennent corriger ces comportements-là. Il suffit de voir les chiffres. Demandez-vous combien de policiers ont été sanctionnés, ont été poursuivis, ont été condamnés en 2019 à la suite de ces comportements. Je crois que s'il y en a 2 ou 3, c'est le maximum. En revanche, lorsque vous avez des comportements déviants, soit de manifestants, soit de gens qui viennent simplement clamer quelque chose, vous avez arrestation, garde à vue, déféré, comparution immédiate et parfois incarcération. Donc en fait, vous avez 2 poids, 2 mesures, et nous, c'est ce qu'on vient effectivement contester. Les policiers sont là pour encadrer, quoi, aussi, c'est pour ça, voilà, donc Christophe Crépin. Maître Ruben, je ne peux pas vous laisser dire ça, même si j'ai profond respect pour la profession que vous exercez. Néanmoins, la police nationale est l'organe le plus contrôlé au monde, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a une petite problématique, et je dis bien une petite problématique, vous avez l'inspection générale qui ne fait pas de cadeau à ses fonctionnaires, qui vient voir s'il y a un problème administratif, c'est-à-dire s'il faut suspendre ou non le fonctionnaire, et après qui défère devant la justice. Et moi, je vous dis que j'ai nombre de mes collègues qui sont déférés devant la justice pour des faits qui ont été commis en collectivité, mais qui ont l'individualisation. Vous voyez bien qu'après les manifestations, on a des collègues qui sont soit suspendus, soit qui doivent répondre devant la justice. Il y en a beaucoup alors qui ont été suspendus. Alors parce que ce que dit Steve Ruben, c'est que visiblement, c'est très minoritaire. Il y a 2 choses. Il y a la suspension à caractère administratif qui engendre que le fait que le fonctionnaire ne peut plus exercer sa fonction, ce qui est un problème. Et deuxièmement, le fait qu'il est déféré devant la justice, et là, il doit répondre de ses actes qui sont soit délictueux, soit criminels devant la justice. Et on a nombre de fonctionnaires, malheureusement, qui, au cours d'opérations, se retrouvent déférés devant la justice. Sauf que dans les faits, c'est très difficile à établir. D'ailleurs, chaque fois que vous avez des poursuites de fonctionnaires de police, c'est pas parce que vous avez des collègues qui viennent décrier un comportement, ce qui devrait être le cas. C'est systématiquement parce qu'en fait, les nouveaux modes de captation d'images, soit à travers la vidéo, soit à travers la photographie, soit à travers des médias, permettent de mettre au grand jour des comportements de fonctionnaires de police. Et c'est grâce à cela qu'on arrive à faire sortir des affaires. Ah oui, vous avez
Ouais. Nous, on a au quotidien des jeunes, parfois dans des interpellations difficiles, qui viennent décrire des comportements, des violences. Et si vous n'avez pas un médecin, lorsqu'il est appelé, qui ne vient pas constater des violences anormales sur des gardés à vue, si vous n'avez pas des vidéos externes par des jeunes qui viennent snapper, comme ils l'appellent, on n'arrive pas à faire sortir les affaires. Donc en réalité, on a une espèce d'omerta en la matière. Et lorsque les affaires sortent au grand jour, c'est systématiquement par l'introduction de médias extérieurs. Oui, mais vous parlez de vidéos et souvent les gens disent que c'est un peu tronqué puisqu'on n'a pas les antécédents. On a l'action effectivement, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant puisque ça n'a pas été filmé. Est-ce que ça joue aussi ? Cela joue, si vous voulez, dans celui qui va apprécier cela. Évidemment, ça va avoir un impact. Mais ça permet d'amorcer le système. Et c'est vrai que trop souvent, vous avez des jeunes gens qui viennent décrier des comportements. Alors évidemment, il y a des antécédents, il y a des gens qui sont plus ou moins connus pour cela. Il y a aussi ceux qui utilisent et qui instrumentalisent parfois l'IGPN et qui vont déposer plainte pour finalement minimiser une responsabilité. Mais quand cela ressort et quand cela existe, et les enquêtes, je suis d'accord, sont menées, et lorsqu'on voit le nombre exponentiel de plaintes déposées auprès de l'IGPN, mais lorsqu'on voit aussi, pardonnez-moi, le très peu de saisines de l'IGPN par le parquet, je crois que c'est 200 ou 212 procédures face aux très nombreuses interpellations, je dis qu'il y a deux poids, deux mesures, alors que ceux qui ont un comportement déviant et qui sont des jeunes et qui se font interpeller, la réponse pénale, elle est souvent immédiate et elle est souvent très difficile à encaisser. Mais c'est pareil pour la police nationale. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les policiers qui sont mis en cause dans les affaires ne soient pas moins traités que des délinquants. Mais dans les faits, ils le sont. Non. Dans les faits, ils le sont, je suis désolé. Non, systématiquement, quand le policier est mis en cause par une vidéo qui peut être sortie de son contexte, forcément, à ce moment-là, on le suspend, on le met devant l'autorité judiciaire. Moi, les 4 collègues qui ont procédé à cette interpellation, ils sont dans un état qui est très difficile à supporter. Leur avocat que j'ai eu au téléphone encore hier soir me disait que la vie de mes collègues est quand même suspendue à cette affaire. Ce qui est une affaire dommageable, puisque en fait, quand on arrive à une interpellation qui finit par le décès d'une personne, pour nous c'est terrible. Oui. C'est une remise en question totale. Oui. La famille a demandé la suspension. Mais la famille n'est pas là pour demander la suspension. Oui. La famille, ce qui est normal, est dans un deuil. Et moi, je lui présente à titre personnel toutes mes condoléances. Mais c'est à l'autorité administrative de suspendre ou non le fonctionnaire. Pour suspendre un fonctionnaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, là, il y a eu quelque chose qui n'a... Non, il y a une enquête. Non, mais le préfet allemand s'est déplacé hier après-midi. Il a été voir mes collègues. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien, sur leur lieu d'exercice de profession. Et au vu des éléments qui sont là, il faut une enquête sérieuse. Une enquête sérieuse est menée par l'inspection générale. Et je peux vous dire qu'ils ne font pas de cadeaux aux policiers. Et là, il y a une technique d'intervention. Cette technique fait partie des gestes d'intervention que nous travaillons systématiquement. Peut-être pas assez. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de formation. Le fonctionnaire doit être rentable. Un fonctionnaire ne peut pas être rentable. Il y a un moment où est-ce qu'il doit être formé. Steve Ribon, avocat. Non, mais dans cette affaire, la famille, elle doit avoir des réponses. Et d'ailleurs, s'il y a une mobilisation telle... Elle a eu les réponses. Je peux terminer, merci. Si effectivement il y a une mobilisation du ministre de l'Intérieur, c'est précisément parce que c'est une affaire extrêmement grave. On est en plein Paris, en bas de la Tour Eiffel. Il a mis du temps, le ministre a justement réagi. Mais bien sûr qu'il a mis du temps. Et lorsqu'on vient dire en réalité qu'ils ne sont pas là pour attendre qu'il puisse avoir une suspension, ça veut dire qu'en fait ces 4 fonctionnaires de police, ils sont aujourd'hui dans nos rues parisiennes et qui contrôlent de nouveau des gens. Moi, j'aimerais pas être contrôlé par ces 4 fonctionnaires de police. Et s'ils ne sont pas là pour avoir, effectivement, et vous avez raison, ils ne sont pas là pour demander la suspension ou pas, la famille, on est en droit de se dire quand même que pour apaiser ne serait-ce que les esprits, ne serait-ce qu'un petit peu l'opinion publique dans une affaire dramatique, s'il avait sa plaque qui était un peu illisible, c'est au mieux une contravention, au pire une contravention. Après, il a contesté beaucoup de choses, quoi. C'est pas la faute. Vaut pas la mort. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute à pas de chance. Il y a forcément eu des comportements qui sont inadaptés par les fonctionnaires de police dans les maîtrises, ils sont équipés, ils doivent être formés pour cela. Et heureusement que chaque fois que vous avez un justiciable, un automobiliste qui est un peu récalcitrant, et c'est quasiment inhérent à leur boulot. Si chaque fois qu'on va arrêter quelqu'un, bonjour monsieur, tout va bien, je vous en prie, arrêtez-moi. Oui, on ne serait pas policier. Non, mais ça c'est vrai. On va au standard parce qu'il y a Jean qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Jean, bienvenue. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour aux animateurs et animatrices de Sud Radio. Oui. La radio qui parle vrai. Ah, c'est bien. On va vous embaucher. Volontiers, je vous rendrai bien service. Moi, je voudrais réagir simplement sur 2 points concernant le retour des djihadistes en France. Alors, c'est un autre sujet. Mais bon, ça concerne en fait à la fois les violences policières aussi. Oui, ça peut concerner les violences, mais dans un autre domaine. Mais j'ai sursauté comme les 97% de Français
qui hier ont voté contre le retour de ces djihadistes. Mais j'ai noté aussi les voix officielles, le cafouillage des voix officielles sur ce domaine. Et depuis le début, on se demande s'ils vont revenir ou pas, qui va revenir, comment on va les traiter, si on va les juger. Et la ministre, Mme Belloubet, il y a 2 jours, je crois, a dit qu'ils rentreraient, qu'on les ferait revenir pour les juger. Alors moi, j'interviens en tant que génération de conscrits jusqu'à ce que M. Mitterrand, M. Chirac, pardon, quitte ma conscription. Je suis tombé sur mon livret militaire et j'ai regardé sur la dernière page. Alors bien sûr, la peine de mort a été abolie par le président Mitterrand, mais sur la dernière page, j'ai relu et je me rappelle de mes anciennes émotions lorsque je les avais lues à l'âge de 20 ans. Les modalités de ces sanctions prévoyaient que pour toute collaboration ou intelligence avec l'ennemi, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, c'était la peine de mort. Oui, alors, non mais... Et attendez, alors le point que je voulais poser, c'est les complices également, qui se rendaient coupables de mettre en danger la sécurité de l'État français à l'extérieur des frontières. Et les complices subissaient la même peine. Alors ma question est la suivante. Les femmes de djihadistes sont-elles considérées comme des complices ou des pauvres victimes? Elles peuvent, les deux. Voilà. Oui, elles sont. D'ailleurs, il y a des témoignages en ce sens. Bon, Jean, lisez le livre d'Hugo Micheron sur le djihadisme français. Non, mais c'est ça. Et puis la difficulté. Et d'ailleurs, ça rejoint, Jean. Merci de votre appel. Ça rejoint certains auditeurs qui disent il y a eu 2 comportements différents des policiers avec les gilets jaunes, les manifestants, et où là ils tapent et ils y vont. Et en revanche, dans certains quartiers difficiles, et notamment quand il y a des islamistes, ils laissent faire, Christophe Crépin. Il y a des commentaires qui vont dans ce sens. De toute façon, malheureusement, je suis de votre avis, parce que c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il ne faut pas oublier que là, c'est l'arbre qui cache la forêt. On essaie de faire porter la responsabilité individuelle à des fonctionnaires qui n'obéissent qu'aux instructions. Il ne faut pas se leurrer. Nos banlieues sont quelquefois... C'est pour ça qu'ils doivent être exemplaires, mais qu'après... On doit être exemplaire. Je peux vous dire que c'est difficile. Et moi, je veux dire que quand on en arrive à ce niveau... parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 1 an de gilets jaunes, qu'on a 1 an de corvéables. Et en plus, on a les problématiques de terrorisme. Vous voyez bien à Villejuif ce qui s'est passé. Vous voyez bien la fin d'année et le début de l'année. Et on a aussi des collègues qui mettent fin à leur show parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender cette problématique qui est la problématique de notre travail. On a une problématique énorme au sein de la police nationale. Ça, faut pas se cacher. Moi, je pense que mes collègues sont vraiment exemplaires, mais que les conditions de travail sont devenues maintenant très très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement avec les réseaux sociaux qui font tourner en boucle des vidéos et qui effectivement font monter la tension et qui opposent finalement... Mais au contraire, c'est pas un problème. Au contraire, c'est pas un problème. C'est une solution. Et ça a été une solution aujourd'hui pour faire sortir des affaires. Il faut que vous compreniez que les affaires mettant en cause des fonctionnaires de police sont extrêmement difficiles à faire ressortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soutien. Mais est-ce que ça ne stigmatise pas toute une profession? Mais pas du tout, c'est souvent le fruit de comportements isolés. Et en fait, ce que nous, on vient critiquer, c'est que vous n'avez pas des... Est-ce que vous avez entendu un fonctionnaire de police dire aujourd'hui, après ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est pas normal et c'est inacceptable? Mais moi, je vous dis, monsieur, c'est pas normal et c'est inacceptable. Il y en a qui le disent, quoi. Moi, je vous le dis, moi, c'est pas normal. Officiellement, ils ont pas... Non, mais moi, je vous le dis, c'est pas normal ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ça monte la population contre la police. Ce qui est pas normal, c'est quoi? C'est qu'il y a un mort, ou ce qui est pas normal, c'est que vous avez 3 fonctionnaires de police qui n'ont pas trouvé ni les mots, ni le comportement, ni le matériel, juste pour canaliser peut-être une violence que ce monsieur il avait. C'est ça qui est inacceptable. Chaque fois qu'une personne vient se rebeller, et ça existe, on peut quand même pas user une violence tellement importante d'en arriver à la mort. C'est gravissime. Mais je vous le dis, c'est pas normal, monsieur. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est plus que pas normal, c'est gravissime. Oui, parce que c'est vrai que hier, Emmanuel Macron est sorti un peu de sa réserve sur le sujet. Grosso modo, il a demandé à Christophe Castaner de se bouger un peu sur le sujet et de commencer à prendre conscience des problèmes, du malaise, quoi. Mais ça, c'est grâce à la multiplication, sans doute, des vidéos et des affaires. Mais non, qui donne les instructions à la police? Là, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est quand même le gouvernement qui donne les instructions au préfet, les préfets qui les fait appliquer. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Si aujourd'hui, M. Macron se rend compte que la police, ça va pas, qu'il donne les instructions pour qu'on reste dans les commissariats. Mais il se rend pas compte que ça va pas. On est
depuis peut-être un an ou quelques mois, dans une multiplicité des actions et dans une multiplicité des faits. À un moment donné, il faut se dire qu'il y a une difficulté. Et c'est pas honteux de se dire que dans notre société, il faut repenser cela. Peut-être que les méthodes utilisées il y a 5, 10, 15, 20 ans sont plus adaptées aujourd'hui. Et en fait, dès qu'on vient bouger un petit peu les choses et dès qu'on vient remettre en question ce corps, c'est toujours compliqué. Et vous, quel type d'affaires vous avez, Steve Rubin, par exemple? Vous avez justement des violences comme ça, commises par des policiers sur des mais sur tous les quelques jours. personnes. Tous les jours. Ouais. On a tous les jours, non pas des affaires qui sortent, tous les jours des procédures. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en amont, quand vous avez des faits, et là, on sort un petit peu des gilets jaunes parce qu'en fait, les violences policières, c'est plus largement, souvent à l'occasion d'interpellations. Et ça sort un petit peu de Paris. Là, ce qui est singulier, c'est quoi? C'est qu'on est à 3 km de l'Élysée, c'est qu'on est en bas de la Tour Eiffel. Et c'est vrai que c'est singulier. Mais ces violences-là, elles existent tous les jours en banlieue. Et chaque fois que vous avez une interpellation de jeunes, difficile, par des policiers qui sont souvent pris à partie, vous avez des jeunes qui viennent dénoncer des comportements et chaque fois qu'on arrive à les faire sortir, et c'est suffisamment rare, c'est parce que vous avez des éléments extérieurs qui peuvent nous apporter cette preuve-là. Et en amont, quand vous avez des procédures qui ne tiennent pas, parce que vous avez des policiers qui viennent constater que le type il a un cocard et que les policiers écrivent « on a utilisé la force strictement nécessaire à l'interpellation », alors que manifestement elle a été bien au-delà, le parquet parallèlement ne poursuit pas alors que des comportements qui étaient effectivement délictuels, pour que l'affaire, eh bien évidemment, s'étouffe gentiment. Donc vous avez un filtre qui est fait en amont. Et quand ça va vraiment au-delà, eh bien effectivement, il y a des poursuites pénales. C'est davantage des affaires en banlieue, dans les quartiers, plus que des manifestations de gilets jaunes et puis ou alors également syndicales. Parce que les manifestations, je veux dire que les policiers, on les comprend, ils sont soumis à une tension extrême, ils sont entre la retenue et le fait d'intervenir. On a vu des images terribles des policiers qui se faisaient lancer effectivement des projectiles, qui bougeaient pas, qui étaient en attente. Et c'est vrai que l'équilibre, il est difficile à trouver. En revanche, lors d'interpellations un peu difficiles, un peu musclées, où il y a cette rébellion presque naturelle et culturelle effectivement dans les quartiers, les interpellations des policiers qui sont souvent et parfois musclées, mais qui sont souvent au 4e étage le fruit d'une captation d'image par quelqu'un, font ressortir les affaires. Et c'est dans ces hypothèses-là effectivement qu'il y a des poursuites pénales. Je ne peux pas vous laisser parler comme ça parce que la rébellion, elle n'est pas naturelle dans les quartiers. Parce que moi, j'aimerais bien que la France entière puisse vivre comme on le vit dans le 7e arrondissement. Moi, j'aimerais bien que les gens qui vivent dans ces banlieues puissent vivre correctement. Et si mes collègues essayent de rétablir l'ordre républicain dans ces banlieues, ils ont beaucoup de mal. Et vous avez dit que les réseaux sociaux y contribuaient. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des vidéos qui sont tronquées, qui ne sont pas toujours la réalité du terrain. C'est vrai, vous n'avez pas forcément le début et la fin. Enfin, vous avez c'est pour ça que nous, on a toujours demandé que les collègues aient leur possibilité d'avoir des vidéos. Qu'on puisse, dès le départ, voir les interpellations, voir comment ça se débat. Et on ne doit pas être en rébellion permanente dans les banlieues. Ça doit être des endroits où ce qui doit faire bon vivre. Le recours à la vidéo, est quand même une technique d'ailleurs qui a été largement mis en place par les autorités. Et je vous rappelle que beaucoup de fonctionnaires de police sont équipés de vidéos. Vous savez, souvent, des GoPro, effectivement. En prévention. Et moi, je pense qu'on devrait généraliser tout ceci. Évidemment, c'est un coût extrêmement important. Mais si c'est le coût... mais la sécurité n'a pas à avoir de coût. Je suis désolé. C'est vrai. J'allais le dire. C'est la sécurité de vos citoyens. Si on doit passer par là, il faut le faire parce qu'on a quand même un monsieur aujourd'hui qui était père de 5 enfants, qui était marié et dont on peut écouter effectivement la souffrance de ses parents, de son épouse. Et c'est quand même terrible. Merci. Absolument. Les policiers peuvent-ils être exemplaires? C'était la question du jour. Et on termine sur... c'est assez mitigé, quoi qu'il en soit. Merci Steve Rubin, avocat pénaliste au cabinet Rubin et associé. Christophe Crépin, donc porte-parole du syndicat France Police, policiers en colère. Et dans un instant, on va revenir sur cette révolution numérique qui devrait nous aider à avoir une vie meilleure. Et c'est pas toujours le cas. Vous allez le voir, restez avec nous. Ça s'appelle Ce pot de fleurs est un robot aux éditions L'Archipel et avec Elsa Bem-Baron qui sera avec nous, journaliste au Figaro. Restez avec nous, les 9h47.